frontières. L'âge de la jeunesse n'est pas uniquement celui de la découverte, n'est pas uniquement celui de l'aventure, de l'amour, de toutes les belles choses qui donnent de la joie. C'est aussi l'âge de la rébellion, de l'entêtement et des conflits. Être jeune, c'est vouloir s'imposer, c'est déborder d'enthousiasme, c'est avoir de l'ambition, c'est se sentir capable de soulever des montagnes et tenter alors sa chance à tout prix, même en risquant parfois sa vie et en s'exposant à des dangers. Mais justement, emporté par l'ardeur de cet élan, le jeune ignore les conseils des adultes, touche à l'interdit, s'aventure et se fait mal. L'aventure s'avère alors parfois dangereuse et très risquée. Le jeune s'aventure pour tromper la réalité, mais sans pour autant avoir une idée sur ce qu'il cherche. D'ailleurs, Montaigne dit « Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche ». Il est séduit par les grands aventuriers, par des singeries publicitaires de personnages intrépides, courageux, qui mettent leur vie en péril par pure sottise, par pure imbécilité. Il tombe dans le piège et il se fait mal. Il prend parfois même la décision de partir, de quitter ses proches. Cette décision de partir attriste ses proches, les déçoit et les pousse à éprouver un sentiment de culpabilité. Le vrai courage, donc, c'est d'accepter de se réconcilier avec son entourage, d'apprécier ce qu'on a et de se ressourcer en bouquinant, en se promenant, en écoutant de la musique. D'accord, l'aventure, c'est une forme d'évasion. L'aventure, donc, dont rêvent tous les jeunes. L'aventure, donc, on est d'accord. C'est une forme, je répète donc, d'évasion. On s'évade. C'est échapper à l'invasion du monde standard. On veut être donc original. C'est chercher le neuf, l'inouï. C'est recueillir les impressions fraîches. C'est apprendre à compter sur soi-même, à être autonome, indépendant, responsable. C'est éprouver des sensations fortes. C'est échapper à la vie confortable et douillette. C'est goûter le risque. C'est affronter le danger. C'est, en quelque sorte, éviter de prendre la file des moutons de Panurge, c'est-à-dire c'est de vivre comme les autres. C'est ne pas être guidé. C'est s'isoler sans se sentir exclu, parce qu'on est isolé de son propre gré. Volontairement, on s'isole, on s'écarte, on fuit les autres. C'est savourer son indépendance, sa liberté lors de ses aventures. C'est choisir soi-même son itinéraire, son compagnon. C'est diversifier les moyens selon son propre tempérament, sa volonté, son penchant, son budget. Vivre l'aventure, c'est errer à sa guise, sans projet préconisé, ni circuit préétabli. C'est par conséquent sentir le plaisir du surprenant et de l'imprévu. Mais il ne faut quand même pas oublier que s'aventurer reste parfois donc dangereux et peut donc nuire énormément aux jeunes. Dans le cadre de ce module, on est appelé à rédiger un récit intégrant un dialogue. Intégrant un dialogue qui sert à rapporter une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Donc, c'est une conversation qu'on va insérer dans le dialogue au moyen de verbes introducteurs. Donc, on va s'attarder un tout petit peu et comprendre l'utilité et la diversité des verbes introducteurs.
Mettons-nous d'accord d'abord. Qu'est-ce qu'un verbe introducteur? Le verbe introducteur sert à introduire un acte de parole, à rapporter des paroles dans un récit. Il peut précéder, comme il peut suivre la réplique dans le dialogue. Généralement, on a le verbe dire, c'est le verbe introducteur qui comporte plusieurs significations. Il devient ainsi un verbe dont le sens est vague. C'est pour cette raison qu'on distingue les nuances de sens des verbes introducteurs. Donc, on ne peut pas utiliser dans chaque réplique le verbe dire, parce que le verbe dire présentera, si vous voulez, plusieurs significations et présentera un sens plus ou moins vague. On est donc censé varier les verbes introducteurs qui rapportent, qui explicitent, qui traduisent le contenu de la réplique. Donc, le verbe introducteur, il sert à introduire une réplique, donc il doit convenir au sens de la réplique. Il doit être donc adéquat au contenu de la réplique. C'est pour cette raison qu'on a différents verbes introducteurs dont les sens sont aussi différents également. On va commencer d'abord par les verbes introducteurs qui introduisent une interrogation, qui expriment une question. Je cite le verbe interroger, le verbe demander, le verbe questionner, le verbe s'enquérir, etc. Quand on exprime une interrogation, on s'attend bien évidemment à une réponse. Et les verbes introducteurs qui introduisent une réponse sont les suivants: répondre, rétorquer, répliquer et d'autres. Quand on discute avec quelqu'un, on lui explique quelque chose. Donc, pour introduire une explication dans une conversation, on peut recourir au verbe expliquer, informer, exposer, etc. Quand on s'adresse à quelqu'un pour lui donner un ordre, pour exprimer une interdiction, on peut utiliser les verbes ordonner, commander, exiger, intimer, sommer, réclamer. Quand on exprime une prière, on supplie quelqu'un de nous faire quelque chose, on supplie quelqu'un de nous exaucer quelque chose, on supplie quelqu'un de nous comprendre, de nous pardonner par exemple. Donc, si je prie maman de me pardonner, je peux utiliser le verbe prier, le verbe implorer, supplier, exhorter ou encore invoquer. Si dans ma réplique je suis hésitant, je n'arrive pas à me décider. Donc, le verbe introducteur doit rendre compte de mon hésitation et dans ce cas, j'aurai recours au verbe hésiter, bégayer, bredouiller, parler d'une façon incohérente, incompréhensible, bafouiller et balbutier, surtout quand on est hésitant, quand on est intimidé, quand on est indécis. Quand on est surpris, on peut utiliser les verbes qui expriment bien évidemment la surprise, l'étonnement. On peut recourir aux verbes s'étonner, s'émerveiller, s'interroger et d'autres. Quand on rit, quand on exprime le rire, la moquerie par exemple, on peut utiliser le verbe ricaner, se moquer, pouffer ou s'exclaffer. Quand on crie, crier, hurler, gronder, rugir, brailler, tonner, vociférer, s'exclamer également. Quand on parle à voix basse, soit de peur, soit pour ne pas être entendu de quelqu'un, etc., on fait quoi? On chuchote, on murmure, on souffle, on susurre et on
marmonne. En marmonne, on parle entre ses dents. On garde les mots entre ses dents et on ne les prononce pas clairement. On parle tout bas. Voilà donc pour les différents sens des verbes introducteurs qu'on peut utiliser pour introduire telle ou telle réplique. Bien sûr, le temps change suivant le contenu de la réplique également. Le temps peut être chaleureux. Si vous êtes par exemple content de recevoir une personne, de l'accueillir, vous lui dites comment? D'un temps chaleureux, vous lui parlez d'un temps chaleureux, d'un temps chaud, calme, posé, froid, glacial, agressif, ferme, sec, dur, autoritaire, qui manque la sévérité, solennel, paternel, cassant, moqueur, ironique, méprisant, embarrassé, timide. Donc le temps exactement sert à faire quoi? Le temps rend compte de l'attitude de celui qui parle. S'il est content, on le voit à travers son temps de parole. S'il est indifférent, s'il est méchant, s'il est agressif, s'il est furieux et en colère, le ton de la parole traduit les sentiments qu'il éprouve, traduit son attitude. Sa voix également, elle laisse voir son attitude. Sa voix peut être claire, aiguë, stridente, criarde, chaude, grave, voilée, enrouée, cassée, rauque, sourde, indistincte, déformée. Tout dépend de l'attitude de celui qui parle. S'il est fâché, il parle d'une voix stridente, d'une voix donc sévère, d'un ton sévère. S'il est par exemple intimidé, il parle d'un ton embarrassé, il bredouille, il marmonne. Tout donc change suivant l'attitude de la personne qui parle. Donc le ton et la voix nous donnent une idée sur l'attitude, sur les sentiments, sur la réaction, sur la prise de position de celui qui parle. Voilà donc pour les verbes introducteurs et pour le ton et la voix. On va passer immédiatement aux exercices. Donc, on va appliquer ce qu'on venait de dire. On va commencer immédiatement par le premier exercice. On va choisir parmi les verbes, entre parenthèses, celui qui convient mieux au contexte. Et on va, dans un deuxième moment, ajouter les expressions convenables qui nous permettent d'imaginer la scène. La scène, les expressions, ils nous donnent une idée sur la situation d'énonciation, nous donnent une idée sur l'attitude de la personne qui parle. On va prendre la première phrase comme exemple. Range ta chambre. La mère, est-ce qu'elle ricane en s'adressant à sa fille et en lui disant range ta chambre? Est-ce qu'elle ricane? Est-ce qu'elle ordonne ou est-ce qu'elle s'exclame? Bien évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ordonne. La mère ordonne. Justement, elle ordonne, mais elle est comment? De retour de son travail, épuisée, fatiguée, stressée, embêtée par les embouteillages, et elle trouve la chambre désordonnée. Elle est comment la maman? On va essayer de chercher parmi la liste du groupe B, parmi les expressions présentées dans la liste du groupe B, l'expression qui convient à l'attitude de la mère. Égarée? Est-ce qu'elle est perdue? Je ne pense pas. Le cœur inondé d'enthousiasme non plus. Quand sa sœur lui demande de jouer, ça n'a pas de sens. Qui tremble de peur ou rouge de colère? Je pense que rouge de colère convient parfaitement à l'attitude de la maman. Donc rouge de colère correspond donc à la situation où se trouve la mère devant sa fille qui n'a pas encore rangé sa chambre. Elle lui dit « Range ta chambre ».
ordonne la mère, rouge de colère. Je fais la même chose avec la deuxième phrase. Je ne sais pas où se trouve cette rue. S'excuse ou affirme ou se demande. La passante. Elle est comment la passante? Moi, j'opte pour égarer. Égarer, c'est-à-dire perdue. Elle est égarée, elle est perdue. Donc, elle circule dans la rue, elle circule dans la petite ville, elle fait le tour et elle ne trouve pas la rue. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, on va entourer donc, elle se demande la passante égarée. Troisième phrase. Qui vient avec moi? Réplique, interroge ou exige l'enfant. Moi, je vais opter pour le verbe répliquer. Réplique, l'enfant ou interroge si vous voulez. On peut choisir les deux bonnes réponses. Réplique, ça montre l'attitude de l'enfant. Interroge, c'est aussi une bonne réponse parce qu'il est en train de demander. Interroge l'enfant, comment? Il est comment l'enfant? Il a le cœur comment? Il a le cœur inondé d'enthousiasme. S'il part voir un match, par exemple, il dit « Qui vient avec moi ?» S'il part faire un tour, il déborde, lui, d'enthousiasme et d'énergie et il réplique, il interroge, il demande à celui à côté de lui de l'accompagner. Arrête de t'agiter dans tous les sens. Le dentiste au petit garçon. Imaginez un petit garçon devant le dentiste. Il est comment? Même les grands, quand ils vont chez le dentiste, ils ont peur. Donc, qui tremble de peur. Donc, il ne va pas crier à son oreille, il va au contraire lui faire encore peur. Il ne va pas commander non plus, mais il va lui souffler gentiment à l'oreille. Arrête de t'agiter dans tous les sens, parce que l'enfant qui tremble de peur, il s'agite dans tous les sens et il empêche le dentiste de faire son travail. Donc, qu'est-ce qu'il lui souffle à l'oreille? Arrête de t'agiter dans tous les sens. Ne fais pas de bruit, il ne faut pas qu'on nous entende. Claire, en sortant, qu'est-ce qu'elle dit à son frère? En marchant sur la pointe des pieds, très bien. Il ne faut pas qu'on nous entende, donc on ne va pas marcher de façon bruyante, mais en marchant sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Bien sûr, je reviens et je choisis le verbe introducteur. Elle ne va pas hurler, sinon ils vont nous entendre. Elle ne va pas non plus hésiter, mais elle va chuchoter, elle va souffler, elle va parler à voix basse, elle va murmurer. S'il te plaît, viens m'aider. Donc, il est en situation difficile, l'enfant. Il est où? Qu'est-ce qui nous reste? Qui ne connaît pas la ville, je ne pense pas. Quand sa sœur lui demande de jouer non plus. Donc, coincé entre les rochers. Très bien, il est en difficulté. Il est coincé entre les rochers, entre les pierres. Donc, il demande quoi? Il demande de l'aide, du secours. Coincé entre les rochers. Donc, je choisis le verbe introducteur. Il est en train d'implorer, de supplier, de prier quelqu'un de lui venir en aide pour qu'il puisse sortir des rochers entre lesquels il est coincé. L'avant-dernière phrase, où se trouve l'office du tourisme? Donc, un touriste qui ne connaît pas la ville, il fait quoi alors? Il te demande de l'information. Donc, le touriste qui ne connaît pas la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une information. Donc,
quel est le verbe introducteur qui correspond à cette situation? S'étonner, bien sûr que non. Hurler non plus, mais plutôt s'informer. S'informer, c'est-à-dire demander une information. J'arrive à la dernière phrase. Non, je n'en ai pas envie. Réplique ou supplie ou exige. C'est plutôt réplique Paul. Qu'est-ce qu'il a, Paul, donc? Qui ou quand sa sœur, très bien, lui demande de jouer. Il réplique, il lui dit non, je n'ai pas envie de le faire, laisse-moi tranquille. Quand sa sœur, donc, lui demande de jouer. Voilà donc pour ce premier exercice. On a choisi donc les verbes introducteurs qui conviennent à la situation d'énonciation et on a ajouté des expressions convenables qui permettent d'imaginer la scène. On va passer immédiatement à l'exercice suivant. On va faire correspondre chaque verbe introducteur de la liste A à son synonyme de la liste B. Si je commence par le premier verbe c'est le verbe suggérer. Papa suggère. Que pensez-vous, par exemple, d'aller passer les vacances chez papy et mamie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, donc, papa? Il est en train de proposer. Voilà donc le synonyme de suggérer, proposer. Reconnaître. J'ai déchiré le livre de mon père, par exemple. Ou j'ai abîmé, par exemple, l'appareil de maman. Je reconnais ma faute. Donc, je reconnais que j'ai fait une bêtise. Donc, le synonyme, c'est admettre. Avouer. Je t'avoue quelque chose. Je te raconte quelque chose. Je te fais part de quelque chose. Tout simplement, je te confie. Donc, avouer peut avoir le sens de confier. Rétorquer. Rétorquer, c'est parler de façon impulsive, de façon, si vous voulez, qui laisse voir la colère. Donc, c'est répliquer. Revendiquer. Revendiquer, c'est exiger. Revendiquer a le sens de exiger. Permettez-moi, je vais d'abord éclaircir le verbe revendiquer. Ensuite, voilà, c'est revendiquer qui a le sens de exiger. Refuser ou protester. Papa suggère, allons passer le week-end chez papy et mamie. Non, je ne veux pas. Allons ailleurs, allons dans un hôtel. Refuse ou proteste maman. Supplier. Les enfants, ils préfèrent aller chez papy et mamie à la ferme, par exemple. Ils supplient maman d'accepter. S'il te plaît, maman, laisse-nous passer le week-end chez papy et mamie. Donc, supplier ou implorer. Voilà donc les synonymes des verbes proposés dans la liste A. Immédiatement à la liste suivante qui présente des énoncés, qui expriment les gestes. Voilà, parce que c'est très important d'utiliser une expression qui laisse voir l'attitude. C'est la gestuelle. Donc, on a besoin de rendre compte de l'attitude de celui qui parle à travers le geste
qu'il fait. Soit il baisse les yeux, soit il menace des doigts, soit il crie à tue-tête par exemple, soit il caresse les cheveux, soit il me tient le bras, il me presse la main, etc. On va commencer d'abord par la première expression. Donc, l'énoncé montre le geste. Le geste, il donne une idée sur quoi? Il donne une idée, sur l'attitude de la personne qui parle. Alors, la première, donc, le premier geste, si vous voulez, baisser les yeux. Quand on baisse les yeux, ça laisse voir quoi? Quand on baisser les yeux. Baisser les yeux reflète quoi? Montre quoi? Vous voyez? Montre la timidité. La timidité, très bien. Ça laisse voir qu'on est intimidé. Menacer du doigt. Papa, il retourne du travail et il trouve que ses enfants n'ont pas fait leurs devoirs et il continue à regarder la télé et à traîner dans le salon. Il menace du doigt. Donc, c'est bien évidemment la menace. Je vais vous priver, par exemple, de regarder la télé. Je vais vous confisquer vos téléphones en train de les menacer, de les punir. Lever le bras au ciel. Quand on lève le bras au ciel, on demande à qui de nous aider? On demande à Dieu. Lever le bras au ciel, on demande au bon Dieu de nous aider. Donc, ça montre quoi? Ça montre la prière. Celui qui parle est en train de prier. Froncer les sourcils. Ça montre quoi, froncer les sourcils? Ça laisse voir l'étonnement. Hocher la tête. Sans parler, en hochant la tête, on comprend bien que vous refusez. Donc, ça montre c'est le refus. Hocher la tête, donc, c'est le refus. Et pour finir, quand on crie à tue-tête, on ne peut que être fâché et que être en colère. Crier à tue-tête. Donc, vous semez la pagaille en classe, le professeur crie à tue-tête. Il crie de quoi? Il crie de colère. Il est fâché, il est furieux. Ça montre quoi? Ça montre la colère. Bien. On va passer immédiatement à un exercice d'écrit. On va essayer donc d'exploiter toutes les connaissances, plus ou moins les connaissances qu'on vient donc de voir dans les exercices précédents pour réaliser un exercice d'écrit, c'est-à-dire pour rédiger en rapportant une conversation entre deux personnes. On va donc lire la situation et on va essayer donc de rédiger ce récit en rapportant la conversation. Donc, on parle de qui? On parle de Joumana. C'est qui Joumana? C'était une élève. Joumana qui était absente la veille et convoquée chez Madame Berger. C'est qui chez Madame Berger? C'est la directrice de l'école. Cette dernière, furieuse, fâchée, soupçonne la jeune fille d'avoir menti sur les raisons de son absence. C'est-à-dire, elle ne croit pas. Joumana était absente. Elle dit « j'étais malade ». La directrice ne la croit pas. Elle la soupçonne d'avoir menti. Elle croit qu'elle ne dit pas la vérité. Elle va donc la recevoir. Donc, elle est convoquée chez la directrice. La directrice va donc lui demander les raisons réelles pour lesquelles elle s'est absentée. On va donc imaginer la scène et on va insérer un dialogue dans notre récit tout en variant
les verbes déclaratifs. Donc, la situation initiale, qui, quand et où. Donc, on aura à rédiger un récit intégrant un dialogue. Dans la situation initiale, dans le début, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter les personnages, on va présenter le cadre spatial et le cadre temporel. Pour l'élément perturbateur, c'est Jumana qui est convoqué chez la directrice. Les péripéties, dialogues et expressions de sentiments forts. Les sentiments forts, c'est la peur, c'est la timidité de l'élève, c'est l'embarras de l'élève. Et, justement, pour la directrice, c'est plutôt la colère, la fureur. Elle est fâchée, elle est en colère contre son élève. Et la situation finale, on va donc décider si l'entretien dans le bureau de la directrice finit bien ou mal pour Jumana. Si Jumana a été pardonné, ou plutôt Jumana a été sévèrement punie par la directrice. Qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter en rapportant leur conversation. Donc, autrement dit, on va rédiger quoi? Un récit intégrant un dialogue. Donc, on doit veiller à faire quoi? À utiliser les caractéristiques du dialogue, les deux points, les guillemets, les tirets, les verbes introducteurs. On doit utiliser des expressions qui montrent les gestes, les attitudes, les sentiments. On a parlé ici, n'oubliez pas qu'on a parlé de sentiments forts des deux personnages, Jumana et la directrice. C'est ce qu'on va essayer de faire immédiatement. On va donc commencer par la situation initiale, par le début. Le début donc, la directrice. Jumana, toute peureuse. Elle hésitait longuement devant le bureau, mais elle doit finir quand même par ramasser son courage à deux mains et frapper au bureau de la directrice. Donc, on va noter Jumana, toute peureuse. Elle a peur parce qu'elle risque d'être sévèrement punie par la directrice. Donc, Jumana, toute peureuse. Jumana, toute peureuse. Voilà, j'ai utilisé un groupe adjectival apposé pour décrire l'état de Jumana, le sentiment de Jumana. Elle fit quoi, Jumana? Elle hésitait longuement. Hésitait longuement, mais elle n'a pas le choix, mais elle finit par ramasser son courage à deux mains à deux mains et frappa au bureau de la directrice. Et frappa au bureau de la directrice. Aussitôt arrivé, aussitôt entrée si vous voulez. Elle fit quoi? Est-ce qu'elle va parler clairement? Elle qui est intimidée, n'oubliez pas, elle qui a peur. Donc, elle va parler d'une façon hésitante, qui laisse voir sa peur, qui laisse voir donc son hésitation. Aussitôt à entrer, donc, on va utiliser un verbe introducteur qui montre son attitude. Elle marmonna. Elle marmonna. Comment elle marmonna? Elle marmonna timidement. Elle n'a pas le courage de regarder donc la directrice dans les yeux et de parler. Donc,
On va revenir à la ligne. Voilà, on a ouvert les 2 points. On revient à la ligne. On ouvre les guillemets. Premier tiré. Qui va parler? C'est Joumana. Elle va commencer d'abord par dire bonjour à Madame Berger. Bonjour, Madame. La directrice, elle est comment? Bien sûr qu'elle est fâchée contre son élève. Donc, la directrice, elle fait quoi? La directrice leva des yeux. Des yeux comment? Des yeux furibonds, des yeux fâchés, des yeux pleins de colère. Et elle va, donc c'est un questionnaire. Bien sûr, on va utiliser un verbe introducteur qui laisse voir, qui introduit, qui exprime une question. Question. Et l'interrogea. Comment elle l'interrogea? Et l'interrogea sévèrement, si vous voulez. Oui, d'une voix comment? Est-ce qu'elle l'interrogea d'une voix douce et chaude, pleine de tendresse? Non, elle l'interrogea d'une voix tonnante, sévère, dure, d'une voix tonnante. Même chose, 2 points, je reviens à la ligne, je mets le tiret et je fais parler Madame la directrice. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Pourquoi? Justement, elle est en train de l'interroger sur le motif de son absence. Pourquoi étais-tu absente hier? La Joumana, l'élève, va répondre. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? J'étais comment? J'étais malade? J'étais malade. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de la peur? Pas encore. Est-ce qu'elle va parler clairement? Pas encore. Est-ce qu'elle va parler courageusement? Pas encore. Elle continue à marmonner, elle continue à parler timidement. Donc, elle fait quoi? Elle broudouilla. Broudouilla. D'une voix comment? Broudouilla, l'élève, d'une voix comment? D'une voix claire, forte ou d'une voix fluette qu'on entend à peine. Au contraire, d'une voix faible, d'une voix fluette qu'on entend à peine. Justement, pourquoi? Parce qu'elle a peur. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire, la directrice? Tu parais pourtant en excellente santé, tu es rayonnante. Ça ne se voit pas vraiment que tu es malade, Joumana. Donc, on va essayer de faire parler la directrice. Donc, tu sembles comment? Tu sembles pourtant en excellente santé. En excellente santé. Tu es comment? Tu es toute rayonnante. Tu es toute rayonnante. Est-ce qu'elle la croit, la directrice? Elle lui dit, ça ne se voit pas vraiment, hein? Ça ne se voit pas que tu es malade. Donc, quel verbe introducteur? Répliqua. Répliqua parce qu'elle est fâchée. Fâchée, c'est une réaction, donc, de quelqu'un qui ne croit pas cet élève. Répliqua Madame Berger comment? Est-ce qu'elle la croit? Bien sûr que non. Donc, elle est comment? Elle est soupçonneuse. Soupçonneuse, c'est-à-dire elle la soupçonne de dire des mensonges. Elle ne la croit pas. Bien. Qu'est-ce qu'elle va dire à la fille? La pauvre. Je vous jure, madame, Je vous jure, madame, j'étais malade. J'étais malade. Donc, j'avais très mal. 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 J'avais très mal.
à la tête. Et je brûlais de fièvre, par exemple. Elle va expliquer pour que la directrice soit convaincue. Donc, elle est en train de faire quoi? Elle est en train, pardon, on va changer donc de couleur. On va revenir à la même couleur qu'on a choisie pour les verbes. Voilà donc, on revient à notre couleur. Explica qui? Jumana. Jumana, donc, elle ne peut plus. Elle a peur. Elle a peur de la directrice. Elle a peur que la directrice convoque ses parents. Donc, elle fond en larmes et elle ne peut plus donc retenir ses pleurs. Elle se met à pleurer. Donc, expliqua Jumana, on va dire les larmes dégoulinant des yeux. Les larmes dégoulinant. Dégoulinant, c'est-à-dire qui coulent des yeux. Les larmes dégoulinant des yeux. On va voir si la directrice va être attendrie, si elle va la croire. Donc, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle semble plus attendrie. Donc, la directrice, elle semble la croire. Donc, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Comme c'est ta première incorrection, je vais te pardonner. C'est pour la première fois que tu fais ça. Mais attention, la prochaine fois, comme c'est ta première incorrection, c'est ta première bêtise, c'est ta première faute, comme c'est ta première incorrection, tu es comment? Tu es pardonné. Comme c'est ta première incorrection, tu es pardonné. Quel verbe introducteur donc? Affirma la directrice. Affirma la directrice attendrie. Attendrie donc plus gentille. Elle n'est plus donc aussi sévère qu'au début de la conversation. Voilà donc, on a terminé notre conversation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les guillemets au niveau de la dernière réplique et revenir, n'oubliez surtout pas le passage narratif de la fin, dans lequel vous allez mettre en scène l'aboutissement de la conversation. C'est-à-dire, c'est la conversation a fini bien ou mal. On voit déjà que la conversation finit bien pour notre Jumana. Donc, elle est comment, Jumana? Elle est soulagée, la pauvre. Donc, soulagée d'un lourd fardeau. Soulagée d'une grosse charge qu'elle avait sur les épaules. Jumana quitta promptement le bureau. Elle s'en alla promptement, rapidement. Elle ne croit pas ses oreilles. Donc, quitta promptement le bureau de la directrice. Elle crut rêver les yeux ouverts. Elle ne croyait pas vraiment que la maîtresse, que la directrice, puisse donc lui pardonner. Puisse lui pardonner son absence. Elle crut rêver donc les yeux ouverts. Voilà donc, on a fait quoi? On a rédigé un récit intégrant un dialogue. Donc, il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention au passage narratif qui met en scène la situation, les personnages, le cadre spatial, le cadre temporel, etc. Il faut faire attention à l'insertion du dialogue dans le récit. Il faut prendre en considération les caractéristiques et les marques du dialogue, à savoir les 2 points, à savoir les guillemets,
à savoir les tirets, les verbes introducteurs à chaque fois pour rendre compte du sens de la réplique et les expressions qui montrent l'attitude, qui traduisent les sentiments, les prises de position de ceux qui discutent, des interlocuteurs. Voilà donc, il faut également ne pas oublier de fermer les guillemets à la fin, à la dernière réplique, et de terminer avec un court passage narratif qui laisse voir, qui met en scène l'aboutissement de la conversation.